Bienvenue dans le grand dossier, soyez bien évidemment les bienvenus sur LCI avec cet enjeu aujourd'hui, guerre avec Poutine, est-on prêt à faire face? Une nouvelle alerte qui résonne d'autant plus fort que sa parole est rare. Pour l'ancien chef d'état-major des armées françaises, la guerre sur notre sol est désormais possible. Il faut absolument sortir du déni, dit le général de Villiers. Faut-il partager sa colère froide? Mais vous verrez que tout ne va pas si mal. L'industrie de la défense met les bouchées doubles, croissance record en 2024. Et nous irons en Allemagne qui a reçu son premier système Arrow 3, un système antimissile acheté à Israël. Avec lui, et si l'Europe n'était plus à ce point à la merci de la Russie. En revanche, à la merci des espions, nous le sommes. Toujours plus même, toujours plus nombreux, vous le verrez. Une histoire un peu folle qui commence dans des immeubles ultra secrets du renseignement russe et qui se poursuivent sur des cargos et des porte-conteneurs. Mais d'abord, donc la possibilité d'une guerre sur notre sol. Sommes-nous dans le déni? Faut-il passer à la vitesse supérieure pour coller à la réalité? Écoutez, regardez. La menace que dit le général de Villiers aujourd'hui, elle n'est pas nouvelle. Grand nombre de généraux l'ont dit avant lui. Le problème, c'est que le politique n'était pas réceptif. Pour qu'il soit réceptif aujourd'hui, il faut une guerre à nos frontières. Aujourd'hui, la Russie produit plus d'équipements de défense qu'elle n'en consomme sur le front. Elle est clairement dans une phase de préparation de quelque chose d'autre. Nous sommes à un moment de bascule absolument majeur. Le Kremlin, je vous l'ai dit, a fait de la France une de ses cibles prioritaires. La Russie, c'est une menace durable. La guerre en Ukraine pour la Russie est existentielle. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Samantha Bendern. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous, chercheuse à la Royal Institute of International Affairs. Colonel Michel Goya, merci également d'être à nos côtés. Bonjour, vous êtes consultant militaire LCI, auteur du livre Théorie du combattant aux éditions Perrin. Margot Haddad, ravie de vous retrouver bien sûr. Vous êtes grand reporter et vous êtes spécialiste des questions internationales. Guillaume Roquette, bien évidemment ravi également, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Le grand dossier, guerre avec Poutine, est-on prêt à faire face? C'est donc parti. Et on commence avec cette alerte, je vous le disais. Elle est signée de l'ancien chef d'état-major de l'armée française. Les prises de parole du général de Villiers sont rares. La guerre est désormais possible, dit-il, y compris sur notre sol. Nous devons prévoir le pire, penser l'impensable compte tenu de l'accélération de la situation mondiale. Jusqu'à quand cette sorte de déni de guerre, ajoute-t-il, va-t-il dominer? Une guerre froide couchée noir sur blanc dans son livre pour le succès des armes de la France. Colère que vous partagez, colonel? Bien sûr, et colère ancienne d'ailleurs. Effectivement, tout ça, c'est pas nouveau. Il faut bien se rappeler la crise dans laquelle étaient plongées les forces armées françaises il y a un certain nombre d'années, en gros jusqu'en 2015. Moi, je me souviens, j'avais fait une conférence où j'avais dit, mais écoutez, on est dans une situation où, pour l'armée de terre, si l'armée de terre française d'aujourd'hui, à l'époque, en 2011, affrontait celle de 1990, c'est celle de 1990 qui gagnerait. Tellement on avait réduit nos capacités et nos moyens. Et donc ça fait très longtemps qu'on alerte, qu'on en parle. On dit voilà, il y a une quasi-déconstruction de nos forces armées, une réduction de notre effort de défense, division par deux pratiquement jusqu'en 2015. Il a fallu, et on y revient, il faut quand même toujours voir des choses. Il faut qu'il y ait une menace qui saute à la gueule pour qu'on change un peu de politique. En 2015, il y a eu les attentats en France, les attentats terroristes, et c'est à ce moment-là qu'on a arrêté, en tout cas, de réduire nos moyens, de réduire nos effectifs. On était plongé vraiment dans une profonde crise. On appelait ça le big crunch dans les armées. Et il a fallu attendre les 2018. C'est-à-dire que Gérald de Villiers, il a démissionné parce que 2017. On avait réduit encore le budget de la défense, il ne faut pas l'oublier. Et puis après, effectivement, on a remonté, mais on remonte la pente lentement en réalité. On va regarder justement les images de cette émission avec fracas 2017. Oui. Alors, oui, vous me dites oui, colonel. Vous êtes d'accord pour nous raconter que vous-même, vous avez failli être viré pour vos propos? Oui, effectivement. J'avais dit que les réformes économiques, enfin les budgets de l'époque avaient une
portée essentiellement économique. En gros, ça essayait de faire surtout des économies. Alors que la doctrine officielle, non, c'était voilà, on se modernise, on se resserre pour être plus réactif, plus projetable, etc. J'ai dit non, il faut arrêter. On fait juste des économies sur notre dos militaire. On était en situation où on avait déjà fait une première réforme militaire avec la professionnalisation, donc on avait supprimé un certain nombre de bases, de régiments, etc. Et là, on s'est tapé une deuxième réforme en 2008, uniquement pour faire du pognon, pour économiser du pognon sur l'armée de défense. Là, on nous a cassé véritablement à cette époque. On devait réduire presque de 70 000 postes. On dépensait une énergie folle à savoir où on allait supprimer des postes. On dépensait certainement plus d'énergie pour ça que pour combattre l'ennemi. Parce qu'en même temps, quand on nous réduisait nos moyens, on s'engageait en Afghanistan beaucoup plus durement. On s'engageait vraiment en guerre en Afghanistan à ce moment-là. On commençait à se déployer aussi dans d'autres théâtres d'opération. Et l'incohérence était à peu près totale. L'histoire s'est inscrite depuis ces 8 années sous les yeux ébahis de nos dirigeants. Comment ont-ils pu ignorer tout ce que j'analysais avec d'autres ? Le déni, il faut en sortir ? Je crois qu'on en est sorti. Le cri d'alarme du général de Villiers, c'est en quelque sorte de dire enfin, tout le monde a pris conscience de ce que j'ai annoncé avant les autres, ce qui lui a coûté son poste. Si on rappelle en quelques mots, le président de la République Emmanuel Macron vient d'être élu, on est en 2017. Le général de Villiers, chef d'état-major des armées, témoigne devant à huis clos devant les parlementaires, pousse un coup de gueule parce que le budget de la gestion des armées a été diminué. Il dit c'est pas normal, c'est irresponsable. Ça revient aux oreilles du président de la République car les déclarations ont fuité. Et là, Emmanuel Macron met en demeure en quelque sorte Pierre de Villiers de démissionner par des propos extrêmement durs. Mais si je rappelle cette séquence, c'est pour montrer à quel point il est important de l'écouter. Pourquoi ? Parce que on l'a vu sur les images il y a quelques minutes. Il y a le général Mandon qui tient un discours aussi très 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 martial entre guillemets. Son prédécesseur, le général Burkhardt. Mais un certain nombre de gens disent c'est normal que ces généraux parlent comme ça parce qu'ils ont été nommés par Emmanuel Macron et donc en fait ils sont en service commandé d'un président de la République qui cherche par des déclarations comme ça un peu guerrières à retrouver une forme de légitimité dans une séquence politique où il est affaibli. Sauf que Pierre de Villiers, c'est pas du tout ça. Au contraire, Pierre de Villiers, il a été viré par Emmanuel Macron. Et donc on aurait pu imaginer qu'ils disent « Oh mais ce discours est alarmiste ». Or c'est pas du tout ce qu'il dit. Et je pense que c'est important pour tous les gens qui croient que c'est un message politique, cette mise en alerte de la population française. Non, qu'on ait été nommé par Emmanuel Macron ou viré par Emmanuel Macron comme le général de Villiers, il y a un vrai consensus chez nos militaires. Ça montre que la situation est vraiment préoccupante. Samantha. Oui, dans le milieu des think tanks, là où je suis à Chatham House, ça fait plus de 10 ans qu'on alerte sur la menace russe. Bon, c'est aussi le domaine que j'étudie depuis des années, qu'on nous prend pour des dingues. Moi, je me rappelle d'avoir fait plusieurs voyages en Ukraine fin 2019, début 2020, d'être rentrée assez terrifiée par ce que j'avais vu, par ce que j'avais entendu, par ce que j'avais senti en allant à l'Est dans des villes qui aujourd'hui sont sous domination russe, en parlant à des gens du renseignement ukrainien qui m'ont dit il n'y a absolument aucun doute qu'il va nous attaquer. La question, c'est de savoir quand. Et après, il y a eu la pandémie, donc les choses se sont un peu calmées, mais je suis rentrée, j'ai écrit des papiers que certains ont lu en disant bon bah oui peut-être, et puis d'autres mais t'es complètement folle celle-là. Et j'avais l'impression de parler dans le vide. Et quand je parlais à des gens en France, alors là c'était encore pire. Excusez-moi, on est tous en France ici, mais quand je parlais de ça en France, on me ressortait oui mais Samantha t'as rien compris. Il faut qu'on se rapproche de la Russie pour pas qu'elle se rapproche de la Chine. C'était le grand discours que j'entendais chaque fois que je parlais de la menace russe, que je parlais par exemple de l'intervention russe dans le Brexit, de la volonté des Russes d'affaiblir l'Union européenne en encourageant les partis extrémistes de droite et de gauche à semer le chaos. On me prenait pour une dingue. Et maintenant, tout le monde a l'air de découvrir quelque chose qui pour les gens dont c'est un peu le métier d'observer ce qui se passe sur la Russie, pour nous c'est une évidence depuis, pour certains depuis 2007, depuis la fameuse conférence de Munich. Il s'arrête pas là. C'est un réveil tardif, oui. Et il s'arrête pas là, le général de Villiers. Le temps s'est raccourci.
Mais il y a des rigidités incontournables à remonter en puissance. Pour être capable d'avoir des armées engagées, dit-il, pour faire la guerre et la gagner, nécessitera au moins 10 ans. 10 ans pour monter en puissance, quand le général Mandon nous dit qu'il faut se préparer à un choc test d'ici 3 ou 4 ans. Et tous les militaires sont assez d'accord pour dire qu'on n'est pas prêt pour une guerre de haute intensité. Très clairement, on a une certaine lenteur, même si ça s'est amélioré dans l'industrie de défense. On fait encore appel à des pays étrangers, notamment pour des munitions qu'on ne peut pas produire à une cadence extrêmement élevée. Pour cela, il faudrait se mettre d'accord au niveau européen. Au niveau européen, à peine la semaine dernière, on s'est mis d'accord après 18 mois de négociations. 18 mois pour prendre des décisions sur le plan européen, pour produire davantage, pour aller plus vite, pour faire en sorte d'être une entité pouvant faire face aux États-Unis, à la Russie, à la Chine. Quand on voit la lenteur de ces décisions-là, forcément, ça nous impacte au niveau français également. Quand le général de Villiers alerte à un moment donné, on avait le temps de pouvoir se remettre en selle, faire en sorte d'accélérer le pas. Une décision qui a été prise au niveau politique, puisque l'armée a tout de même un devoir de servitude qu'on oublie souvent, et souvent qui est donné. Le dernier mot est donné aux politiques lui-même. Et colonel, comment elle se concrétise, cette rigidité insurmontable? On a parlé sur ce plateau ces derniers jours de ce fameux Schengen militaire. En somme, dans l'idéal, il faudrait 3-5 jours pour faire monter nos hommes, nos matériels vers le front, pour pouvoir être opérationnel en cas de problème. Et là, aujourd'hui, on serait sur 45 jours, avec des choses très concrètes, parce que des tunnels trop petits, avec des ponts trop fragiles. Elle se concrétise comment, ces fragilités? Alors, moi, ce que je reprochais beaucoup d'ailleurs à l'époque, c'était en réalité le manque d'anticipation. Oui. Avant, on avait des plans de mobilisation, par exemple. On prévoyait qu'un jour, peut-être, il fallait peut-être faire des choses importantes, et on prévoyait des plans de mobilisation. Et ces plans ont disparu. En fait, on était dans l'idée que finalement, ça allait durer éternellement, cette situation. Alors que la situation géopolitique, elle change à peu près tous les 10, 20, 30 ans. Forcément, mécaniquement, il va y avoir des transformations, et il faut être prêt à être remonté en puissance. Et on n'a pas été prêt à remonter en puissance. Non seulement on est tombé dans une trappe, mais en plus on a vendu l'échelle qui aurait permis de sortir de cette trappe. Donc on n'a rien prévu, et maintenant on improvise tout. On improvise en matière industrielle. On a, heureusement, il faut quand même le dire, conserver un certain nombre de savoir-faire industriels français, une certaine autonomie, mais à relativement petite échelle, sachant que remonter en puissance de manière industrielle, moderne, c'est long. On ne conçoit plus des équipements comme pendant la Seconde Guerre mondiale en 1 an ou 2 ans. Non, il faut 10 ans, 20 ans. La production en série, c'est compliqué. On fait plutôt de l'artisanat. Et maintenant, d'un point de vue opérationnel, pour répondre à votre question, oui, pendant la guerre froide, on avait des plans de déploiement, par exemple, la République fédérale allemande, qui étaient organisés. On faisait des exercices tout le temps. On savait comment y aller. On s'entraînait tous les jours à ça. Là, on se dit, mince, comment on fait pour monter pour aller dans les Pays-Baltes, comment on fait pour aller en Roumanie? Donc on le comprend tous. On réapprend le b.a.-ba, on redécouvre l'eau chaude. Et on comprend qu'il faut passer des militaires qui parlent également. C'est extrêmement important. C'est un détail, mais qui compte également face à la parole politique. Donc on le comprend tous, il faut passer à la vitesse supérieure pour coller à la réalité. Merci beaucoup d'être avec nous, Marc Chassillan. Vous êtes ingénieur et expert en système d'armes. Je voudrais quand même vous demander si tout va si mal, si notre tableau est si noir que ça. Il semblerait que l'industrie de défense européenne réponde plutôt présente. On a regardé un article des Échos qui est paru cette semaine. L'industrie de défense européenne mettrait les bouchées doubles actuellement. Le secteur européen de la défense a enregistré une croissance même record. Je vous vois 13,8% en 2024. On atteint les 183 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Merci beaucoup Marc Chassillan d'être avec nous. Je vous vois. Selon les Échos, 2024, c'est une accélération. Et si je suis plus concrète encore, voilà, regardez, sur la question navale, on est sur une accélération de plus 13,6%, l'aérien plus 13,6% également, le terrestre 14,3%. Oui ou non, 2 ans après l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, nous sommes dans une bonne réactivité. Bonsoir à tous. Alors, je vais prendre sûrement tout le monde à froid. Mais la bonne réactivité, c'est pas 13%, c'est 200%. Je rappelle cette histoire douloureuse qui est la nôtre. En 1936, le Front populaire lance le plan de réarmement et le slogan de ce plan, c'était de dire « En 1943, nous serons prêts ». Voilà, donc les Allemands, qui sont des gens simples et pragmatiques, ils ont attaqué en 40, évidemment.
Bon, donc aujourd'hui, si vous voulez, quand on regarde les plans de rééquipement, là, je viens tout à l'heure de regarder le projet de plan de rééquipement de l'armée allemande. Il prévoit une armée allemande qui aura pratiquement triplé de volume en 2035. 2035, c'est dans 10 ans. Dans 10 ans. Donc s'il se passe quelque chose de fâcheux entre deux, et la probabilité de cet événement est quand même relativement élevée, si on en croit les différents chefs d'état-major qui s'expriment assez gravement sur le sujet, en clair, on n'est pas prêt. On ne peut pas dire que 13% d'augmentation de la production de l'industrie de défense, ce soit une performance. C'est une contre-performance absolue. Normalement, si nous étions un tantinet responsable, ce que nous ne sommes pas, d'ailleurs il suffit de voir la situation du budget à l'Assemblée, on aurait dû normalement voter le doublement du budget de la défense. Là, si tout se passe mal, en fait, les augmentations prévues n'auront même pas lieu. Donc on est complètement à poil, pardonnez-moi l'expression. On n'est absolument pas du tout au rendez-vous de l'histoire. Bon, c'est vrai qu'il faut rappeler qu'au passage, on a quand même un budget de la défense qui est pris en étau à l'Assemblée nationale. Je vous regarde, Guillaume Roquette, avec les questions de budget, on va voir dans les prochaines heures ce qu'il en est. Il y a eu l'alerte quand même du Premier ministre Le Cornu ces derniers jours pour dire attention, il y a ces enjeux-là qui sont quand même derrière la porte. Oui, c'était lundi dernier, d'ailleurs, en direct dans votre émission. Sur LCI, vous avez raison. Voilà, c'est toujours là que ça se passe, où Sébastien Lecornu avait fait le déplacement jusqu'à l'hôtel de Brienne, au siège, ou au co-siège, parce qu'il est aussi à Ballard, du ministère de la Défense, avec la ministre des Armées, pour dire aux députés, attention, si vous ne votez pas le budget, c'est 7 milliards d'efforts supplémentaires pour la défense, et on ne sait pas où on va les trouver. Et c'est vrai que la France, contrairement à l'Allemagne, est dans une situation extrêmement difficile, parce qu'il faut faire un effort sans précédent de réarmement au moment où, on le sait, on est au bord de la faillite, la dette n'a jamais été aussi élevée. Alors que les Allemands, eux, ils ont un niveau de déficit qui est beaucoup plus faible, et ça leur a permis, par exemple, de mettre d'un seul coup 100 milliards d'euros, j'allais presque dire, cash, pour faire un premier effort de réarmement. Et nous, on ne peut pas, surtout si on n'a pas de budget. Alors je me tourne vers vous deux, qui voudra prendre à la main, mais quand j'ai commencé en disant bon, allez, on peut essayer de se dire que tout ne va pas si mal, après tout, la course au réarmement semble bel et bien enclenchée sur le vieux continent, vous êtes dit quoi, sincèrement? Vous êtes dit bon, elle est touchante cette naïveté? C'est un peu ça, colonel, en réalité. Oui, mais bien sûr, si vous voulez, tout ça est réel, bien sûr, il y a un effort, mais il est extraordinairement lent. Accessoirement, la guerre, le déclenchement de la guerre en Ukraine en 2022, de cette nouvelle guerre en Ukraine, c'était un révélateur. En réalité, il y aurait pu y avoir des révélateurs avant. On a commencé quand même à se poser des questions en 2014, au moins, au moment de l'invasion de la Crimée. C'est là qu'on avait un peu peut-être percuté, qu'on avait changé un peu d'époque, qu'il fallait peut-être regarder de ce côté-là. Du continent aussi. Mais c'était pas un choc assez fort, visiblement. Pourtant, la guerre en Ukraine, oui, là, pour le coup, c'est un choc fort. Ça fait quand même 4 ans, bientôt. Et en 4 ans, on aurait pu, effectivement, si d'emblée, on avait fait un effort en disant, voilà, c'est effectivement, la situation a complètement changé, et là, il faut y aller, vraiment, on serait déjà un peu mieux avancé, mais on n'avait pas voulu, pas pu, faire cet effort de mobilisation à ce moment-là. Margot, Samantha. Oui, non, l'autre problème, c'est que notre credo, c'est de dire il faut acheter européen. Sauf qu'on n'a pas tout sur étagère et que quand on veut se réarmer tout de suite, ça devient plus compliqué. Les Polonais, quand ils veulent des munitions, ils sont allés les chercher en Corée du Sud parce qu'ils les avaient sur les étagères. Si on n'est pas capable de produire, si nos industriels, à l'heure actuelle, ne peuvent pas accélérer la cadence et qu'on prend en compte qu'il y a une menace et qu'on veut faire face à cet effort et on veut mettre en évidence le fait que nous avons besoin de nous réarmer, il faut aussi prendre les réalités en compte. C'est-à-dire que si nous n'avons pas au niveau français, au niveau européen, s'il faut aller chercher ailleurs pour se réarmer pendant un temps, il faut le faire. Alors justement, on va partir en Allemagne dans un tout petit instant. Samantha Bendern, avant qu'on parle du système arrivé en Allemagne. Ce que je voulais dire, c'est que c'est extrêmement compliqué pour un homme ou une femme politique d'expliquer ça à ses électeurs en Europe de l'Ouest, alors qu'il y a un endettement terrible en France, mais pas que en France, mais vraiment partout, qu'il y a des problèmes dans d'autres domaines et que la menace semble si éloignée.
Et c'est pour ça que je pense que le travail que nous faisons pour expliquer cette menace est quand même très important. Pourquoi est-ce que les pays d'Europe de l'Est ont beaucoup moins de problèmes à se réarmer et à dépenser jusqu'à 5% de leur PIB, par exemple pour la Pologne et pour les pays baltes, parce qu'ils sont à côté de la Russie et ils ont vécu cette occupation de mémoire d'homme. Nous ne l'avons jamais connue. Donc c'est une tâche très compliquée. Nous sommes là à critiquer les divers gouvernements qui n'ont pas fait ce qu'il fallait à temps, mais nous sommes dans des démocraties. Et dans une démocratie, il faut que le peuple suive. Et pour que le peuple suive, il faut qu'il comprenne pourquoi. Moi, j'ai très peur que nous arriverons à suivre le jour où nous serons dans une même situation que les Ukrainiens, c'est-à-dire le feu à nos portes ou bien déjà dans la maison. En tout cas, l'Europe tente de se réarmer trop tard ou pas, on continue d'en parler, mais regardez ce qui se passe chez nos voisins allemands. Chez nos voisins allemands, l'Allemagne a reçu son premier système Arrow 3. C'est un système antimissile acheté à Israël. Le premier bouclier antimissile longue portée de ce type déployé dans le monde, en dehors d'Israël plus précisément, mais c'est vous qui allez nous en dire plus, colonel Goya. Colonel, présentation de cet Arrow 3 avec vous. Il a été dévoilé hier en grande pompe, donc en Allemagne. Pour commencer, quelles sont ses caractéristiques ? Alors d'abord, c'est un système de défense israélien conçu en coopération avec les États-Unis. Et sa particularité, c'est que c'est un système qui permet de tirer au-delà de l'atmosphère. C'est un système évidemment extrêmement performant. Son but, c'est de détruire, son objectif, c'est de détruire les missiles balistiques, donc très rapide, à très grande portée, dans l'atmosphère, c'est-à-dire qu'avant qu'ils commencent à rentrer dans l'atmosphère, où ça devient plus compliqué de les détruire, où ils peuvent, s'ils sont des missiles nucléaires, avoir plusieurs têtes nucléaires qui se séparent à ce moment-là, et ça devient très compliqué. Puis surtout, ça devient très urgent lorsqu'ils rentrent dans l'atmosphère. Donc là, voilà sa particularité, il peut taper à 100 km d'altitude. Deuxième particularité, donc hors de l'atmosphère, deuxième particularité, c'est que c'est un missile qui fait de la collision. Un missile balistique dans l'espace, il va à 3-4 km par seconde. C'est-à-dire que vous ne pouvez même pas essayer d'exploser à côté. C'est comme ça qu'on fait pour abattre des avions, des missiles relativement lents, etc. Si vous explosez à côté, l'explosion, elle se produira, mais le missile sera déjà parti. Donc la seule solution, c'est d'aller le percuter. Et donc vous imaginez d'aller percuter un missile en altitude qui va à Mach 10, qui va à 3-4 km par seconde, à la précision qu'il faut, le repérage qu'il faut. Donc c'est extrêmement pointu. Et ce missile y parvient. Et c'est un des très rares, très rares missiles au monde à être capable de cette performance. Alors je précise encore une fois, image du ministère de la Défense israélien, puisqu'il s'agit d'un système qui a été acheté à Israël. Qui a été utilisé. Exactement. Donc on a des images d'archives qui nous permettent de vous montrer de quoi il s'agit précisément. Que peut-il, ce missile intercepté, de quoi nous protège-t-il précisément ? Il nous protège des missiles balistiques. Et donc là aussi, on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est d'un seul coup, alors, on voit un exemple. Tiens, il y a une menace de missiles russes. On la découvre. On aurait pu le savoir. On peut se douter qu'on savait que les Russes ont des missiles à la fois conventionnels, qu'ils lancent tous les jours pratiquement sur l'Ukraine, et des missiles à destination nucléaire à plus longue portée. Et là, on le découvre, en fait, on s'en inquiète lorsqu'on les voit, ces missiles, tomber sur l'Ukraine. Et là, on se dit, waouh, il faut faire quelque chose. On est un peu impuissant face à ça. Et donc, il nous faut des systèmes de défense antiaérien qui permettent, j'y reviens, d'attaquer. Alors, on voit l'exemple du missile Oreshnik. C'est pas le plus puissant, c'est même pas le plus dangereux des missiles russes. Hein. Ils en ont des centaines d'autres plus performants, qui vont plus loin. Mais c'est un missile qui va très vite. C'est ça la vraie difficulté. Quand vous avez un engin qui vole à 10 fois la vitesse du son, pour l'intercepter, c'est très compliqué. Et donc, globalement, on n'avait pas en Europe de système qui soit capable d'intercepter un engin qui va à 10 fois la vitesse du son. Et donc, il y avait deux solutions. Soit on achète sur étagère, soit on le fabrique. Et donc, les Allemands ont dit, on va l'acheter sur étagère avec un certain autre. Alors que les Français, les Italiens disent, mais attendez, nous, on a un truc qui s'appelle l'Aster 30, qu'on est en train d'améliorer petit à petit, qui sera bientôt capable de faire ça. Donc, ce serait peut-être bien de travailler en européen. Bon, la logique allemande, ça a été de dire non, c'est trop urgent, il faut le faire, tout de suite. Donc, nous, on achète directement aux Israéliens. Et donc, qui peut-il protéger ? Il est en Allemagne. Oui. Est-ce qu'il peut nous protéger, nous ? En partie, oui. Alors, il faut rappeler que... Ici, précisément. Oui, il est basé là. Alors, il a annoncé avec une portée de 2400 km, ça me paraît énorme, mais admettons. Des statistiques que l'on a israélien, avec ce système est performant à 86%. Voilà. Pour tous les missiles balistiques qui venaient d'Iran.
ne sont pas les plus sophistiqués, les plus difficiles à intercepter. Hein. Les missiles russes, ce serait plus compliqué. Donc, ils ne protègent pas à 100%. Ils protègent de tirs ponctuels. S'il y a des tirs massifs, ça ne suffira pas. Et placés au centre de l'Allemagne, ils protègent une bonne partie quand même de l'Europe, notamment de l'Europe occidentale, ce qui permet à l'Allemagne de se placer comme étant le protecteur de l'Europe. Merci beaucoup, colonel Marc Chassy. On est toujours ensemble, vous êtes expert en système d'armes. L'Europe, peut-on dire, parce que c'est ce que j'ai lu dans Bild, le journal allemand, qui disait que maintenant l'Europe n'était plus à la merci de la Russie. C'est aussi simple que ça ? Je crains malheureusement que nous en soyons très loin. On a encore du chemin à parcourir. Alors certes, effectivement, je vais dire très symbolique. Il y a beaucoup de communication autour de ça, mais de manière très symbolique, les Allemands viennent de mettre en place une première batterie de Arrow. Mais on voit bien que si les missiles agresseurs ne sont pas tout à fait sur la trajectoire des batteries Arrow, jamais ils ne seront interceptés. Et surtout s'ils viennent de points de rue. Le problème de la Russie, c'est que c'est un grand pays et qui donc peut varier énormément les trajectoires et surtout les sites de lancement de ces missiles. Donc ils peuvent lancer des missiles depuis l'extrême nord de la Sibérie, ils peuvent les lancer depuis le sud, parce qu'ils ont aussi un sud, voilà. Et tout ça, ça fait des missiles qui ne passeront pas forcément idéalement au-dessus des batteries Arrow allemandes. Donc ça laisse quand même une grande partie de l'Europe fort démunie, et une seule batterie ne fera pas tout. Et je rappelle qu'une batterie de Arrow, c'est entre 4 et 6 missiles. Donc il suffit que les Russes en envoient 12 pour que forcément il y en a les moitiés qui passent. Donc encore une fois, il ne faut pas, comment dirais-je, donner le côté d'armes miracles ou de défense miracle à ce type de système qui certes apporte une pierre à l'édifice, et c'est incontestable, mais c'est pas ça qui va nous garantir une étanchéité face aux attaques russes. Voilà, on est encore très très mince, on est encore très peu pourvu. Nous avons énormément de trous dans la raquette. Alors, il n'y a pas que le système antimissile, des trous dans la raquette. Malheureusement, on en a des quantités phénoménales, que ce soit dans les airs, sur Terre, ou dans les mers, ou dans l'espace, ou dans le cyberespace. Et non, aujourd'hui, clairement, nous sommes plutôt dépouillés. Merci beaucoup Marc Chassy d'avoir été avec nous, ingénieur expert en système d'armes. Toujours un plaisir de vous recevoir en direct sur LCI. Alors Marc Chassy, il parlait de signal malgré tout. Est-ce que le signal en tant que tel est important dans un moment où, je vous rappelle également les propos d'Emmanuel Macron qui nous a dit que nous étions, nous la France, potentiellement à portée de tir, et puis toujours ces propos du général Mandon sur le test choc dans 3-4 ans. Malgré tout, le signal, il est là ? Mais c'est très important de montrer à la Russie que nous nous préparons à ne pas subir une attaque. La grande faiblesse de l'Europe, et je parle sous contrôle du général, c'est que... du général, pardon. Je veux toujours le grader. Du général, voilà. Du colonel. C'est que en cas d'attaque aérienne, par exemple, nous avons d'abord une faiblesse en défense antiaérienne, dont celle qui explique l'achat allemand, mais en termes de riposte conventionnelle, eh bien, donc tout le monde se cache derrière le fait que la France, elle a sa dissuasion nucléaire, donc personne ne va l'attaquer. Mais si demain la Russie lance un missile conventionnel sur la France ou sur un autre pays européen, on va répondre par quoi ? On va répondre par les outils de l'Armageddon, de l'apocalypse. Et donc, une faiblesse des pays européens, là je parle surtout de ceux que je connais, qui sont la France et le Royaume-Uni, c'est qu'en termes de riposte conventionnelle, sans enclencher la fin du monde, nous n'avons pas grand-chose. Et c'est bien ça aussi notre faiblesse. Margot Haddad, et je lis parfaitement le Guillaume Roquette. Désormais, je sais que quand il s'avance comme ça sur la table, il a quelque chose qui Je vais mettre la pièce dans la machine et il va continuer. Allez-y, Margot, et je viens à vous, Guillaume. Le signal, le mauvais signal, ce sont nos économies. C'est-à-dire que le problème étant que nous n'avons pas d'argent, que le budget de la défense ne risque pas d'avoir cette augmentation qui est prévue par la LPM et par Emmanuel Macron, parce qu'on a un budget qui patine à l'Assemblée nationale.
Vous avez également des systèmes qui coûtent plusieurs millions d'euros qu'on n'est pas capable de payer pour le moment. Donc à partir du moment où vous n'avez pas une économie robuste, qui n'est pas capable d'envoyer un signal que nous pouvons dépenser plus pour notre défense, vous n'avez pas ce signal envoyé à la Russie. Il faut savoir qu'il y avait également cette initiative dont parlait Michel Goya, le European Sky Shield Initiative, et les Français n'ont pas voulu participer à ça parce qu'ils disaient justement on a notre système français, ce sera prêt dans quelques années et donc bon, on va attendre. Mais si on dit aux Français que la menace elle est maintenant, il faut que ce soit suivi d'actes. Il faut aussi que les industriels français essaient d'augmenter la cadence ou dans un autre cas qu'on se dise très clairement que nous n'avons pas les moyens à l'heure actuelle mais que nous avons de l'argent et que nous pouvons le dépenser ailleurs. Allez-y, Guillaume Roquette. Oui, je suis bien sûr d'accord avec ça. Je voudrais dire quand même que je pense qu'on a un peu de temps. Parce que les Russes, depuis janvier 2024, malgré tous leurs efforts, malgré des dizaines de milliers d'hommes jetés sur le champ de bataille, ils ont réussi à conquérir 1% de l'Ukraine depuis quasiment 2 ans. Ça veut dire que, par la résistance héroïque des Ukrainiens, c'est pas une armée invincible. Alors, bien sûr, ils préparent des nouveaux systèmes d'armes. Bien sûr, il y a des menaces différentes de celles qui pèsent sur l'Ukraine. Mais ce que je pense, c'est que si on arrive, nous tous, Européens, à dire il y a un effort résolu, c'est-à-dire que ça, d'une année sur l'autre et d'un gouvernement à l'autre, ça ne change pas. Et 2, continuer avec des engagements de long terme, alors les Russes regarderont l'Europe différemment. Et il y a quand même, c'est vrai que nous, on n'a plus beaucoup d'argent. L'avantage, c'est que l'Union européenne peut mobiliser de l'argent. C'est d'ailleurs 18 mois, Guillaume. 18 mois. Ils ont mis 18 mois pour mettre la première pierre à l'édifice. Mais je sais bien. De négociation. Je suis d'accord, mais les Russes ne sont pas à la frontière alsacienne. Je veux dire, on a quand même un peu de temps. Et c'est vrai qu'il faut... Mais les démocraties, c'est toujours comme ça. C'est toujours plus lent que les dictatures, mais en même temps, si vous additionnez la totalité des armées européennes, on tient le choc face à la Russie. En termes de PIB, on est beaucoup plus riche que... 10 fois plus riche. L'Union européenne... Ensemble, c'est 10 fois l'économie. Donc on a des raisons de se rassurer un tout petit peu. Ah oui, évidemment. Faut pas, oui, mais à condition qu'on prenne les décisions ensemble, parce que là, c'est pas encore gagné. À condition qu'on prenne les décisions ensemble, ce qui effectivement n'est pas évident. À condition aussi que on change pas d'avis au fur et à mesure des renouvellements de majorité. Or, il y a un truc qui peut être inquiétant, c'est si jamais la guerre s'arrête. Parce qu'en gros, les Russes obtiennent satisfaction. Parce que le plan qu'ils sont en train de mettre au point avec les Américains, ils arrivent à leur fin. Alors, il y a peu de chance parce que les Ukrainiens n'accepteront pas. Mais si la guerre s'arrête, qu'est-ce que vont dire les opinions européennes ? Vous voyez bien que ces Russes ne sont pas si dangereux. Ils ont arrêté la guerre. Donc, on ferait mieux de s'occuper de nos systèmes de retraite, de dépenser de la santé, de construire de nouveaux hôpitaux, plutôt que des armes. Moi, c'est surtout ça qui m'inquiète. C'est-à-dire, c'est le côté velléitaire des opinions publiques, et c'est pour ça que, pour revenir au sujet précédent, que le fait qu'un homme comme Pierre de Villiers, qui n'est pas soupçonnable d'être un macroniste de combat, dise attention, il faut être sur nos gardes, je pense que c'est psychologiquement et politiquement même important. Vous allez voir que psychologiquement, ça a un impact dans l'esprit des Français, des Européens même, sondage à l'appui. Mais Samantha de Bendert, vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, mais je suis entièrement d'accord avec Guillaume, avec ce que Guillaume vient de dire. Le risque, et là encore, je ne cesse de le répéter, le risque que la Russie pose, c'est son envie de nous diviser. Donc en effet, si la guerre en Ukraine s'arrête aujourd'hui, il faut savoir comment elle va s'arrêter, mais il y aura... les Russes ne vont pas attaquer un pays balte ou la Pologne demain, mais ils vont se préparer. Ils vont se préparer à quelque chose. Et c'est pendant cette phase préparatoire, surtout si ça coïncide avec des échéances électorales dans plusieurs pays européens, dont la France, qui risque de faire venir au pouvoir un gouvernement qui a une relation beaucoup plus, on va dire, conciliatoire vis-à-vis de la Russie. C'est là que le risque arrive. C'est cette double peine que nous risquons de subir. Et surtout si la guerre en Ukraine se termine dans des termes favorables pour la Russie. Et donc, a été mesuré finalement l'impact de toutes ces prises de parole de dirigeants, et pas seulement français, européens, allemands, beaucoup aussi ces dernières semaines, sur les populations. Plus de la moitié des Européens estiment qu'une guerre avec la Russie est possible. C'est un sondage qui a été publié par la revue française Le Grand Continent, publication géopolitique et rattachée à l'École normale supérieure française. Pour plus de la moitié des 9553 personnes interrogées dans ce sondage, effectué dans 9 pays de l'Union européenne, une guerre avec la Russie pourrait tout à fait éclater dans les prochaines années. 51%
Plus des 2 tiers d'entre elles pensent par ailleurs que leur pays ne serait pas capable de se défendre face à une agression russe, les 69% que vous voyez ici. Et on vous a aussi tendu le micro. Les propos de Poutine vous inquiètent-ils? Regardez. Même si on peut penser que lui, c'est quelqu'un de fantasque, c'est sûr que ça nous fait peur. Ça nous fait peur, on n'est pas très loin. C'est grave même, parce que ça veut dire qu'il ne veut rien céder et qu'il n'y a que la guerre qui l'intéresse. Honnêtement, c'est quand même un petit peu inquiétant. Non, je ne suis pas plus inquiet que ça, même s'il faut pas prendre ça à la légère, que la Russie est une réelle menace, mais qu'il y a beaucoup aussi de communication, je pense, et beaucoup d'intox et de montrer ses muscles. Je ne vais pas trahir vos pensées, mais quand on regardait le sondage, Margot Haddad, pour commencer, vous avez dit ce 69%, il est quand même très inquiétant. Pourquoi ? C'est très inquiétant. Ça veut dire que, d'une certaine manière, on en parlait avec Michel, que clairement, les Européens sont assez lucides sur la situation. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on n'est pas prêt à une guerre de haute intensité. Mais c'est aussi un questionnement. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire demain, on se retrouve face à la Russie, on fait quoi ? On capitule ? C'est ça l'idée, en fait. C'est-à-dire que comme on n'est pas capable de se mettre en marche et de réaliser qu'il y a forcément une menace, d'accélérer la cadence. Je vous donne un exemple très simple. Le char du futur, avec lequel on travaille avec les Allemands, on est incapable de se mettre d'accord sur le système de tourelles. Voilà. Parce que l'un dit qu'on a la meilleure tourelle, l'autre dit on a la meilleure tourelle, et donc on est incapable de se mettre d'accord sur un projet qui est franco-allemand. À partir de ce moment-là, vous avez un peu résumé la pensée européenne, c'est-à-dire que même si vous voulez avancer ensemble, vous avez des divergences sur des projets essentiels pour notre défense européenne. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a l'intérêt des nations qui prime parfois sur le projet européen, et on est vraiment dans le concret du problème à partir de ce moment-là. Mais vous, colonel Goya, vous retenez la prise de conscience. Vous vous dites c'est pas si mal que les peuples prennent conscience de la situation, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire qu'ils ils sont relativement lucides sur la situation. Et il y a une certaine sagesse des peuples, en tout cas. Je reviens sur l'idée de projet franco-allemand de char. Au mieux, il était prévu pour 2040. Ouais. Donc, vous voyez, à peu près, là aussi, on revient sur cette question. Quand on pose la question, ça patine pour avoir des réponses. Et pas une situation où il n'est pas du tout sûr qu'il arrive même en 2040. Donc, oui, il y a un sentiment que, il faut rajouter, on est vulnérable, incontestablement. Il faut rajouter un paramètre important, c'est la défaillance américaine. C'est-à-dire non seulement il y a la menace russe, et puis on s'aperçoit que notre grand allié, il est de moins en moins là. La transition, elle est parfaite. Je vais vous poser cette question maintenant. Estimez-vous que Trump est l'ennemi de l'Europe ? Je ne vous la pose pas gratuitement, la question. Elle a été posée aux Européens dans ce même sondage. Près d'un sondé sur 2 considère Donald Trump comme un ennemi de l'Europe. Alors je trouve pour vous, est-il un ennemi de l'Europe ? Sauf que le mot ennemi est beaucoup trop fort, mais ce n'est surtout pas l'allié de l'Europe. Et quand on n'a plus un allié, c'est déjà énorme. Mais ennemi, pour moi, c'est trop fort. C'est trop fort. Et oui. Si la question vous avait été posée par les sondeurs, Guillaume Roquette ? Moi, j'aurais répondu non, ce n'est pas notre ennemi. C'est quelqu'un qui est indifférent. C'est quelqu'un qui ne nous calcule plus, comme disaient peut-être les jeunes. Je suis trop vieux pour savoir si ça se dit encore. Ça, Guillaume. C'est fini, bon, je m'en doutais. Donc, je pense que je pense pas que Trump nous soit hostile. D'ailleurs, quand on lui dit il faut continuer à aider l'Ukraine, il dit oui, si vous voulez, moi je vous vends des armes et puis vous les donnerez aux Ukrainiens après. Je suis pas contre aider les Ukrainiens si ça vous intéresse. Simplement, il faut faire du business. Donc c'est pas un ennemi, ça peut être un client. En tout cas, c'est une relation d'affaires plus qu'un allié. Alors je crois qu'on dit il nous ghost. Voilà, comme ça vous saurez. J'aurais gagné ma journée. Merci aux jeunes qui m'entourent. Margot Haddad, si la question vous avait été posée, est-ce que vous estimez que Trump est un ennemi de l'Europe, vous auriez dit ? Je suis assez d'accord avec Guillaume là-dessus, c'est-à-dire que le logiciel américain est très simple. Si demain on décide d'acheter américain, je pense qu'on aura une très bonne relation avec les Américains. Ce que veut Donald Trump, c'est que cet argent revienne au peuple américain. J'étais pas plus tard que tout à l'heure à l'ambassade américaine. Une diplomate américaine était là. La première question que je lui pose, c'est est-ce que maintenant que la Russie tergiverse, vous envoie un peu balader sur le plan pour l'Ukraine, est-ce que vous allez claquer la porte, tout simplement ? Ce qu'on m'a répondu, c'est la priorité, ce n'est pas l'Ukraine, c'est le peuple américain. Et je trouve que cette phrase dit beaucoup de choses. C'est pas grand-chose comme information que je vous donne aujourd'hui, mais elle dit beaucoup de choses. C'est-à-dire que la priorité, c'est le peuple américain. Donc à partir du moment où vous rendez des dollars à l'économie américaine, vous êtes un allié pour les États-Unis. Vous voulez prioriser l'industrie de défense européenne, ce qui est extrêmement important. Il ne faut pas l'affaiblir non plus. Mais
Si vous ne faites plus des échanges et vous dites, bon, en fait, l'OTAN, il va falloir faire en sorte que les Européens soient un peu leaders de cette alliance atlantique, vous mettez de côté un allié américain. Allez, je vous sonde également, colonel. Est-ce que oui ou non, il est l'ennemi de l'Europe, Donald Trump? Non, le mot ennemi, à mon sens, c'est pas justifié. Bien sûr, l'ennemi, c'est quelqu'un avec qui on fait la guerre. Voilà, il faut être clair, les mots ont un sens. Dans la doctrine même de militaire française qui date d'avant la guerre en Ukraine, on distinguait 3 types d'acteurs avec qui on pouvait être en opposition. Il y avait les compétiteurs, les concurrents, qui est un jeu un peu normal des relations internationales, et les adversaires. Les adversaires, c'est là où on commence à s'opposer, mais on ne fait pas la guerre, on est sous le seuil de la guerre, c'est tout ce qui relève des affrontements, des jeux d'influence, etc. Là, on est vraiment opposés, on est adversaire de la Russie, incontestablement. Et puis, ennemi, on fait la guerre. Quand on déclare la guerre, c'est déclarer la guerre à quelqu'un, c'est-à-dire désigner un ennemi politique. Là, on n'est pas ennemi, évidemment, on n'est pas ennemi de la Russie, et évidemment pas ennemi des États-Unis, mais on peut passer à une situation où on n'est plus complètement allié quand même, très, très largement, au moins de l'administration. Il y a une info que je vais vous mettre sur la table qui va alimenter encore un peu plus la discussion. La défense allemande alerte. Sa communication avec le Pentagone a été complètement coupée. Dans une interview qui a été accordée à The Atlantic, le général Christian Freuding, le lieutenant général de l'armée allemande, annonce que le Pentagone donc, a totalement coupé les communications avec la Bundeswehr, y compris sur l'Ukraine. Berlin doit désormais passer par son ambassade à Washington pour joindre les homologues américains. Selon ses dires, même s'il y avait auparavant des SMS ou des messages envoyés jour et nuit avec le Pentagone, eh bien c'est terminé, c'est plus le cas. Le lieutenant cite aussi des exemples de plusieurs épisodes, comme celui où la défense américaine n'avait pas prévenu l'Allemagne concernant l'annulation de livraison d'armes à destination de l'Ukraine. Concrètement, colonel, avant de prendre la direction de Washington pour aller plus loin, ça implique quoi le contact coupé entre le Pentagone et la défense c'est très étonnant en fait déjà, et puis ensuite que ce soit aussi brutal en réalité. Mais on perd quoi comme information? Est-ce qu'on est aveugle d'une certaine manière? Non, mais comment dire, on est des alliés au sein d'une alliance. On travaille normalement au sein d'une alliance qui s'appelle l'OTAN, où les militaires travaillent en commun. Enfin, ils communiquent en permanence. On échange. On a des états-majors communs. Donc, on communique. Et l'Allemagne plus que les autres, peut-être. Est-ce qu'il y a une déperdition d'informations nous concernant? Est-ce qu'on est en manque d'informations parce que le Pentagone refuse de répondre désormais nuit et jour? Non, pas forcément. Mais ça veut dire que c'est surtout assez symbolique. Ça signifie que voilà, ils sont en train de couper les ponts, quoi, simplement. C'est surprenant quand même parce que on m'avait toujours dit que par exemple au niveau de l'OTAN, il y avait toujours le niveau politique pouvait couper les ponts, mais le niveau militaire, même avec les Hongrois, on me disait souvent nos homologues hongrois nous continuent à nous parler, même si presque par construction. Hein, on travaille dans les mêmes états-majors, on se côtoie en permanence. Donc c'est étonnant. Guillaume Roquette, c'est d'autant plus incroyable que je rappelle que la plus grande base américaine en Europe, sauf erreur de ma part, c'est Ramstein, où il y a 35 000 militaires américains. Donc on espère qu'au moins, eux, ils sont toujours en contact avec Washington. Mais c'est vrai, quand on sait que les Allemands se sont toujours voulus les premiers de la classe, par exemple en achetant des F-35 pour ne jamais froisser les Américains, de toute évidence, c'est pas payé de retour. Alors, Washington, je le promettais, pour vous retrouver, Justine Jankowski, avec Mathieu Derrien. Merci beaucoup d'être avec nous. Couper le partage d'informations avec les Européens et les partenaires de l'OTAN, on en parle depuis le retour, en réalité, de Donald Trump à la Maison-Blanche. Vieille menace américaine et vieille crainte des alliés. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, c'est vrai que ce n'est pas un sujet nouveau, mais en ce qui concerne cette information qu'on a apprise dans The Atlantic, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle n'a pas été énormément reprise dans la presse américaine, en tout cas pas par les grands titres de presse nationaux. On l'a simplement vu dans des médias d'extrême droite pro-Trump qui parlent d'une escalade des tensions entre les États-Unis et l'OTAN et qui rappellent que la Maison-Blanche pourrait décider à n'importe quel moment de stopper les livraisons, les ventes d'armes à l'Ukraine si elle juge que la résolution du conflit prend un peu trop de temps. Et c'est vrai qu'on se rappelle en mars dernier, quand le partage de certains renseignements stratégiques avait été suspendu avec l'Ukraine pendant quelques jours. Rappelez-vous, c'était à l'issue de cette rencontre désastreuse entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche. Ce que l'on peut dire, c'est que de manière générale, le second mandat de Donald Trump, il se caractérise par une énorme pression sur les alliés de l'OTAN et une défiance de plus en plus forte des États-Unis vis-à-vis de l'Europe.
Merci infiniment. Justine Jankowski avec Mathieu Derrien depuis la Maison-Blanche. Vous connaissez tous, chers téléspectateurs, Elisabeth Shepard-Selam, vous particulièrement Samantha Bendern, et elle parlait de rupture historique. Elle dit si ça se confirme, rupture historique dans la coopération au sein de l'OTAN, on en est là ? Potentielle rupture historique ? Alors, il y a en tout cas des signaux extrêmement forts qui sont en train de sortir de Washington. On a vu la réunion des ministres des Affaires étrangères hier, à laquelle Marco Rubio n'était pas présent. C'est la première fois depuis 1980, les années 90, qu'il n'y a pas un représentant, que le ministre des Affaires étrangères, le secrétaire d'État américain n'ait pas cette réunion, la première fois de ce siècle en tout cas. En plus, la personne qui a été envoyée, Christopher Landau, est donc son adjoint qui est anti-OTAN, qui a même tweeté il y a quelques mois un tweet disant l'OTAN est une solution à la recherche d'un problème, donc extrêmement méprisant vis-à-vis de l'OTAN. Il l'a effacé depuis, mais par exemple, quand les choses peuvent aller dans l'autre sens aussi, et les Britanniques ont récemment cessé de partager une partie de leurs renseignements avec les États-Unis pour tout ce qui concerne leurs activités dans la mer des Caraïbes, parce que les Britanniques disent nous ne voulons pas être complices d'éventuels crimes de guerre que commettraient les Américains au large du Venezuela ou au Venezuela. Donc on voit aussi cette méfiance qui va dans les deux sens, parce qu'il y a un changement de régime à Washington. Ce ne sont plus ce n'est pas un gouvernement, une administration qui partage totalement nos valeurs et notre façon de voir le monde et les relations internationales. On a parlé des Allemands et des Britanniques, mais est-ce que nous aussi, on va être dans la rupture, nous, la France ? Écoutez, je ne sais pas ce que la France et les États-Unis partagent aujourd'hui en termes de renseignements, donc ce serait peut-être plutôt un des Français sur le plateau de répondre à cette question. Colonel, Margot, est-ce que nous aussi, on peut craindre la rupture et avec quelles conséquences avec les États-Unis sur ce partage d'informations ? Sur le partage d'informations, on est moins impliqué que les télé britanniques. On ne fait pas partie des Five Eyes. Mais les Allemands, par rapport aux Allemands ? Par rapport, les Allemands, encore une fois, les Allemands, c'est le bon élève. L'armée allemande a été créée par les États-Unis. L'armée allemande fédérale, créée en 1955, alors que les Européens, et particulièrement la France, étaient assez méfiantes. Les Américains ont dit non, l'Allemagne doit rentrer dans l'OTAN et elle aura sa propre armée. Et depuis cette époque, l'Allemagne a décidé d'être l'adjoint du shérif en Europe. Et donc oui, pour eux, c'est un camouflet incroyable de se couper complètement les relations. On pourrait rajouter la déclaration du secrétaire au budget qui annonçait que qui ne vendrait même plus, des armes à l'Europe, soi-disant pour aider l'Ukraine. Donc on est dans une situation un peu étrange. Alors nous, pour répondre complètement à votre question, on est quand même un peu plus autonome dans plein de domaines. C'est vrai que les commentaires ces dernières heures, c'était ça fait quand même un peu mal au cœur d'avoir cette impression d'angoisse et de fébrilité parce que on reçoit plus de coups de téléphone de Washington. Si je résume un peu de manière simple, ça donne une image de faiblesse, quoi. Washington ne répond plus, on est mal. De dépendance, oui. Mais c'est la réalité. En fait, il y a un revirement dans la politique américaine. Donald Trump a essayé de politiser les généraux américains, ce qui n'a jamais été fait auparavant. Ça a été énormément critiqué, notamment par des anciens de la CIA, des anciens généraux américains, qui ont dit que c'est le dernier verrou pour basculer dans une potentielle dictature. C'est ce qu'ont dit les généraux américains dans les médias américains. Ce qui est intéressant, c'est que quand Donald Trump et Pete Hegseth se sont adressés aux généraux américains, ils ont dit il faut faire attention à la dérive woke, c'était un des premiers préambules du discours, et le deuxième pan, c'était de dire il faut s'attaquer à la menace de l'intérieur. Donc je pense qu'il y a surtout des priorités qui sont données au territoire américain. On l'a vu avec la garde nationale, notamment à Washington et à Chicago, sur des menaces d'immigration également qui ont été mises en place et pointées du doigt par Donald Trump. Et donc, il y a un basculement de ce qu'est l'armée aux États-Unis, ce qu'elle incarne. Est-ce qu'elle incarne la menace de l'extérieur ou la menace intérieure ? Et là, Donald Trump a fait son choix. On avance avec cette question. Y a-t-il toujours plus d'espions russes qui arrivent chez nous ? Arrivent-ils par de nouveaux moyens sur le continent européen ? Attention, je divulgage, oui. On en apprend plus sur la manière dont les espions russes atteignent désormais nos frontières. Une histoire un petit peu folle, je le disais en introduction de l'émission, qui commence dans des immeubles ultra secrets du renseignement russe, qui se termine sur des cargos et des porte-conteneurs au large de nos côtes. Vous voyez ces images. Allez, vous allez tout nous raconter, Margot Haddad. Et Sergueï
Sergueï Janov, je vous salue. Vous êtes avec nous, ancien officier du KGB, spécialiste en renseignement, auteur du livre L'éclaireur. Je file avec Margot Haddad pour aller un peu plus loin dans cette histoire. Margot Haddad, en fait, ça commence par l'histoire de 2 marins russes qui sont entrés dans notre espace maritime. Oui, c'est une histoire assez hallucinante, Amélie, et on se rend compte véritablement que la mer, c'est vraiment la faille européenne. L'OTAN le dit lui-même, la Russie domine actuellement les eaux maritimes, et c'est justement comme ça, et aussi de cette manière que les Russes profitent pour recruter des espions. Ils se sont dit, très clairement, il y a des cargos, on a cette flotte fantôme qui est un peu partout dans nos eaux européennes, eh bien, on va essayer de recruter de cette manière-là. Et les espions, ce sont notamment des marins qui sont un excellent vivier pour l'espionnage russe, selon le ministère de la Défense britannique. Ce sont 2 hommes qui ont profité des contrôles douaniers un peu moins réguliers ces derniers temps. Le premier, il a été repéré à Moscou, puis à Saint-Pétersbourg, mais surtout à Kaliningrad. C'est pour ça qu'on parle beaucoup sur nos plateaux de Kaliningrad et de son importance. C'est pourquoi les Russes ne veulent pas lâcher ce qu'on appelle une exclave, puisqu'elle donne sur la mer. Et cet homme s'est dit, bien, je vais faire plusieurs escales. D'abord sur le site de stockage de Grangemousse, au port de Middlesbrough, pour essayer de voir à quoi ressemblent ces sites de stockage de carburant qui sont essentiels à nos armées. Et puis il s'est rendu également à Falkirk. Falkirk qui est une ville extrêmement intéressante puisque au Royaume-Uni, c'est une des villes qui va développer de nombreuses usines d'armement. Le deuxième homme, il a été repéré, lui, sur les bases militaires en Russie. Il embarque pour la Finlande, puis se rend dans le port de Torquay au Royaume-Uni. Et puis, il visite un site stratégique, le champ de tir de Lulworth. C'est une zone extrêmement importante puisque c'est précisément ici que les forces ukrainiennes se font entraîner par les forces britanniques. On le voit là d'ailleurs sur ces images en février 2023. Volodymyr Zelensky s'y était rendu, Amélie. Merci beaucoup Margot Haddad. Et donc Sergueï Janov, dites-nous tout. Comment une telle faille, selon vous, est-elle possible? Bon, trop compliqué par les airs, trop compliqué par la terre, on a quand même des frontières. La mer, c'est la faille désormais de l'espionnage? C'est pas forcément la faille, mais c'est un domaine qui présente énormément de facilité parce que déjà ces espions russes existent sur les bateaux russes et donc à ce moment-là c'est même une sorte de antenne de FSB ou de SVR flottant parce que le capitaine du bateau russe est au courant de la présence de ces espions sur ses bords. Lorsque ces marins signent des contrats avec les compagnies étrangères, vous savez, les bateaux, c'est un énorme territoire. Donc, vous pouvez embarquer avec vous tout un tas de matériel qui n'est pas forcément vérifié à chaque fois. Vous pouvez le cacher sur le bateau parce que même des douanes, des fois, ont du mal à le trouver. Mais ils cherchent surtout les choses qui sentent, ça veut dire les drogues. Et en fait, lorsque vous emportez pas les drogues, donc vous passez inaperçu. Et puis, c'est la masse énorme parce que la Russie, les marins russes dans le monde entier, c'est 10% des équipages des bateaux à l'international. Donc il y a beaucoup de Russes qui signent les contrats pour des compagnies maritimes étrangères. Et donc bien évidemment, le problème c'est après pour les services de contre-espionnage, y compris pour les services par exemple britanniques qui sont très puissants, c'est le nombre de personnes qui doivent travailler sur ces dossiers. En France, c'est la même chose. Vous savez, en Russie, donc la Russie envoie les espions qui sont sous la couverture de l'ambassade. Ceux-là, ils sont bien contrôlés puisqu'ils sont bien visibles en quelque sorte à la DGSI. Mais si vous prenez toutes les compagnies aériennes, toutes les compagnies maritimes, si vous prenez en plus tous les théâtres, tous les musiciens, etc., dans cette masse, vous pouvez en noyer autant d'espions que vous voulez. Et bien évidemment, noyer au sens figuré du terme. Oui, effectivement, vous l'avez dit, donc on avait préparé un petit carton, là, comme on appelle, nous, dans le langage, 10% des marins dans le monde sont russes. On parle des marins de la marine marchande, je crois, pour être tout à fait précise. Et le responsable de l'OTAN qui parle ces dernières heures dit les Russes dominent le secteur maritime, ce qui en fait une couverture idéale pour les espions de Moscou. On continue d'en parler en écoutant le patron de la DGSE, qui était notre invité il y a quelques semaines sur ce plateau. Sommes-nous pour eux? Quelle est l'ampleur de l'espionnage russe sur notre territoire? Regardez. La vraie nouveauté, Monsieur Rochebin, de ces derniers mois, c'est que ces opérations numériques s'appuient désormais sur des opérations physiques au sol, c'est-à-dire sur le territoire national. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par là, opération physique? C'est-à-dire des agents russes? C'est-à-dire que des
non pas des agents russes directement. Vous savez que les services, et lorsque j'étais DGSI, et la DGSI continue aujourd'hui à porter un coup très important au dispositif de renseignement russe, il faut que nos téléspectateurs se rendent compte qu'avant le début de la guerre en Ukraine, c'était près de 80 agents d'espionnage qui étaient présents sur le territoire national. Près de 50 ont été expulsés. C'est plus compliqué pour eux d'agir sur le territoire, donc ils agissent ce qu'on appelle par proxy, en payant, en rémunérant des sources, des opérateurs. C'est extrêmement grave. Sergueï Girnov, pour bien finir de mettre les mots sur les choses, les espions russes sont-ils plus nombreux, toujours plus nombreux, allez on y va, ces dernières années sur le sol français? Parce qu'ils arrivent à s'infiltrer de plein de manières différentes, parce qu'ils ont des systèmes peut-être aussi pour se protéger qui sont maintenant plus importants? Alors, la réponse à cette question est clairement oui. Poutine, déjà, vous savez, bien évidemment, les effectifs et les budgets des services d'espionnage sont secrets, mais il ne peut pas tout caché. Moi, j'ai travaillé dans le service, dans le QG de l'espionnage extérieur du KGB, qui est dans la région qui s'appelle Yassinevo, dans l'arrondissement de Moscou. Et donc, si vous regardez, ne serait-ce qu'avec Google Maps Yassinevo, vous constaterez que depuis 10 ans, Poutine a fait construire 3 nouveaux bâtiments dans le secteur opérationnel de ce site, ce quartier général du service d'espionnage. Il a fait construire aussi un nouveau quartier général pour le service militaire, la GRU, la Direction générale du renseignement militaire. Et donc, Poutine a multiplié par 2 déjà l'espionnage en général. Ça veut dire qu'au SVR, du temps de l'Union soviétique, il y avait 7000 personnes, maintenant il y en a 15. À la GRU, il y en avait à l'époque 15 000 personnes, maintenant il y en a 25. Et donc, bien évidemment, le nombre compte. Et la France représente une cible de choix, puisque la France a choisi la politique étrangère assez active et assez agressive par rapport à cette agression russe. Donc elle répond au coup pour coup à la Russie, et la Russie bien évidemment cherche à déstabiliser et le pouvoir politique et le pouvoir militaire et les services, parce que bien évidemment M. Lerner il a servi d'ailleurs d'abord à la DGSI, ça veut dire le contre-espionnage français. Il a parlé de 80 officiers de carrière des espions. Ce sont les espions qui sont à l'ambassade, mais sur le territoire français ils ne sont pas les seuls, il y en a peut-être des centaines autres, y compris les espions, ce qu'on appelle les espions jetables. C'est ce qu'on a vu, on voit les derniers temps. C'est les personnes qui sont recrutées, qui n'ont pas la formation que moi, par exemple, j'ai subie. Vous savez, moi, j'ai suivi l'Académie des renseignements extérieurs, 3 ans d'études, etc., etc. Ces espions-là n'ont pas ça. Donc, ils sont recrutés pour quelques dizaines de dollars ou d'euros pour faire les tâches ponctuelles, mais c'est toujours ça. Donc 2 types d'espions, les professionnels, est-ce que ceux que vous appelez les jetables ou bas de gamme aussi, je crois également. Colonel Goya, je vous vois prendre, soit vous faites des petits dessins sur votre carnet, soit vous prenez des notes. C'est pas incompatible, mais... Oui. Il fait des petits dessins. Non, mais vous pouvez ajouter une 3e catégorie, ce sont les agents retournés, c'est-à-dire les locaux que vous faites travailler à votre profit. Vous avez déjà été approché ou pas, colonel? Oui. Mais directement par l'ambassade, je dirais c'est même pas une jolie femme, un truc comme ça, non, c'est... Vous avez résisté. Oui, j'aurais pas résisté, certainement, mais non, c'est un coup de fil de l'ambassade, me dit, tiens, est-ce que vous pouvez passer nous voir? Je dis, ok. Ce serait pour devenir espion? Voilà, non, ça commence pas comme ça, mais est-ce que vous pouvez, tiens, on fait un congrès à Moscou, est-ce que vous voulez participer? On vous paye le voyage, etc. C'est peut-être, effectivement, dans ce voyage qu'il y aurait eu d'autres pièges. Donc ça commence comme ça, petit à petit, le retournement. Puis ça s'est arrêté là, puisqu'il y a eu une crise à ce moment-là, et on a viré tous ces gens-là de l'ambassade de France, et donc j'ai perdu mes contacts, et ça s'est arrêté là. Mais voilà, mais bien sûr, mais de manière générale, l'action clandestine, ça a toujours été une priorité de l'Union soviétique déjà, mais c'est là encore plus de la Russie. Ils sont obsédés encore plus par cette idée de l'action subversive, clandestine, d'influence, d'espionnage, etc. Et n'oublions pas que le narratif de ces gens-là, c'est l'Union soviétique s'est effondrée par l'influence occidentale et par le jeu de la CIA. Et voilà, ils ont vu la main de la CIA partout, etc. Ils ont dit, voilà, on est tombé sans combattre. Et parce qu'on était sapés de l'intérieur. Et donc, maintenant, on me dit, c'est nous qui allons faire la même chose. Allez, Margot. Non, j'ai regardé tout à l'heure un article qui racontait que les Lettons,
eux, faisaient une formation pour repérer les espions russes. Alors, ce que j'ai trouvé, et je trouve est fascinant, ils disent que ils ont une apparence avec une hygiène insuffisante, qui pose des questions indiscrètes. Ils ont souvent des tenues de sport. Ils se présentent souvent comme des travailleurs humanitaires. Ils ont parfois des cartes, des radios, des fournitures médicales. Ils ont une incohérence du discours. Parfois, si on trouve des touristes perdus en forêt, ça peut être des espions russes. Et que généralement, il fallait se méfier, notamment de leur tenue. J'ai trouvé ça fascinant. Alors, si vous me permettez, j'aimerais réagir. Allez-y, puis je vois aussi j'aimerais réagir sur ça parce que j'ai passé une partie de mon été en Lettonie. J'ai même rencontré l'ancien chef du renseignement letton et je lui ai parlé de ce fameux document. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc? Il m'a dit, c'est un fake pour nous faire passer pour des imbéciles. C'était un fake. Ah bah ça a été relayé, hein. Alors c'est parce que mais personne par la presse lettonne. Oui, mais absolument. Et il a dit, on n'a pas beaucoup parlé en Lettonie, donc c'est relativement passé sous le radar. Il savait que ça avait été repris notamment en France, mais il a dit c'est un fake parce que en gros ce document est tellement grossier qu'on va reconnaître des espions russes, enfin surtout des gens qui font du sabotage, parce qu'il faut quand même faire la différence entre les espions qui sont donc attachés à l'ambassade, entre les agents retournés et puis les gens qu'on envoie faire du sabotage. Mais ils vont pas se faire repérer en se lavant, en ne pas se rasant, en se lavant pas et en parlant comme des gros ours. Donc lui m'a dit que c'est un fake ce document. Sergueï Girnov, vous leviez même le doigt depuis chez vous, allez-y. J'ai la même réaction que Samantha. Ça veut dire que ça devient ridicule. Et justement, en fait, il faudra mettre en garde nos téléspectateurs que si jamais leur métier, ils travaillent avec les secrets d'État, avec les secrets militaires, avec les secrets économiques, en fait, les espions, ce sont les personnes les plus gentilles qui vont les aborder. Ce ne c'est absolument pas une personne avec un couteau entre les dents et avec une Kalachnikov qui va les aborder. D'ailleurs, vous êtes super sympa. Bah ouais, exactement, Sergueï. On a tout compris maintenant. Allez-y, continuez. Voilà, ça veut dire que c'est comme les escrocs. L'espion marche à la manipulation. Et la manipulation, ce n'est pas en fait le compromettre. Ça veut dire que ce n'est pas faire la pression négative sur vous, mais au contraire de vous faire plaisir, d'aller dans votre sens, de comprendre ce que vous avez, ce que vous aimez, ce que vous manquez. Et donc l'espion va vous proposer ça. Donc il faut se méfier surtout des gens gentils. Je suis désolé de dire ça, mais c'est comme ça. C'est terrible. Allez-y, Guillaume Roquette. Non, moi, ce qui me fascine, c'est cette description de nouveaux espions, un qui passe par la mer, deux qui ne sont pas forcément des agents officiels. Et moi, je ferais volontiers le parallèle avec cette fameuse flotte fantôme. Vous savez, cette espèce de zone grise, on estime aujourd'hui que les 2/3 du pétrole russe sont exportés du pays par des navires avec des pavillons de complaisance, genre panaméens, qui sont parfois opérés depuis Dubaï. Donc, comme si les Russes étaient devenus beaucoup moins rigides que peut-être du temps de Sergueï et qu'ils arrivaient aujourd'hui à trouver des solutions un peu de contournement, y compris en pouvant trouver des marins qui se transforment en espions d'un jour, comme des bateaux qui ne sont pas russes, qui officiellement ne transportent pas du pétrole russe, mais qui en fait le font. Alors j'ai plusieurs questions. Une fois qu'ils sont arrivés dans nos ports, ils surveillent nos infrastructures, ils font quoi? Ils les testent, ces infrastructures? Quelles sont leurs missions potentiellement? Que peuvent-ils effectivement apporter au Kremlin? Ils peuvent faire du renseignement militaire, du renseignement tactique, et ils observent les bases, qu'est-ce qui s'y passe, quelles sont les failles éventuellement qu'on pourrait exploiter au cas où. Si un jour, effectivement, il y a un affrontement et que ces ports sont utilisés pour envoyer des équipements dans l'est de l'Europe, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose, de saboter, etc. Mais c'est quelque chose que les soviétiques faisaient. Ils recensent tous les sites militaires, tout ce qui a un peu d'intérêt, voilà, et puis ils observent. Donc c'est du renseignement, on va dire, tactique. Sans doute qu'avec les satellites, on peut faire à peu près la même chose, non? Moi, je mesure mal quelle est la valeur ajoutée d'un regard humain par rapport à la surveillance depuis l'espace. C'est énorme, c'est énorme, parce que le regard humain, il va repérer toutes les failles logistiques, les failles organisationnelles, le mec qui s'endort à son poste, c'est absolument énorme. Sergueï Girnov, je pense, va pouvoir nous dire quel est l'apport du regard humain. Sergueï Girnov, vous qui l'avez
Tout à fait. En fait, ce n'est pas antinomique. Ça veut dire que l'espionnage se fait par plusieurs méthodes. Donc les satellites font leur travail, mais l'humain, il va repérer les failles humaines. Ça veut dire qu'il va regarder ce que le satellite ne le verra pas. Et il va regarder, par exemple, autour de cette base, dans quelle base les ouvriers, après avoir travaillé, vont aller dans quel restaurant, dans quel bar, dans quelle direction, quels sont les moyens qu'ils vont prendre. Tout ça, c'est l'agent sur le terrain qui va le voir. Est-ce, in fine, un front encore aujourd'hui sous-estimé, le front de l'espionnage, et par les mers notamment, cette faille potentiellement ? C'est un front qui fait partie de ce qu'on appelle de manière très impropre, selon moi, toujours, la guerre hybride. Donc c'est cet affrontement sous le seuil. C'est un élément, c'est un axe d'effort, pour parler militairement, c'est un axe opérationnel. L'espionnage, puis à côté vous avez de l'influence, éventuellement ça peut tourner au sabotage, et tout ça, tous ces travaux sont là pour préparer éventuellement des sabotages de plus grande ampleur, voilà, qui s'ajoutent à tout le reste, à l'influence politique, à la corruption, à tout. Il n'y a aucune limite, sinon l'imagination. Non, et puis il ne faut pas oublier les assassinats commandités qui ont lieu sur le sol européen. Je rappelle les deux utilisations d'armes interdites. Le polonium utilisé par des Russes pour assassiner Alexandre Litvinenko en 2006, et puis le Novichok utilisé pour assassiner Sergei Skripal, donc un ancien espion russe qui a fait défection au Royaume-Uni. Les deux membres du GRU, donc du renseignement militaire russe, qui ont fait cette tentative d'assassinat, ont été repérés par des enquêteurs de sources ouvertes, par des journalistes, et la chose qui les a trahis, c'est qu'ils avaient des passeports dont les numéros étaient consécutifs. Donc ce sont deux Russes qui sont arrivés au Royaume-Uni avec des passeports consécutifs qui ont été démasqués comme ça, et ils ont commis un assassinat qui a tué un citoyen britannique qui a trouvé le flacon dans lequel il y avait le Novichok. Oui, donc autre conséquence. Et je voudrais maintenant vous soumettre cette image, et on continuera d'en parler dans les prochaines heures. Double image, ça se passe en ce moment. D'un côté, vous avez Emmanuel Macron avec le président chinois, il est en visite là-bas en Chine, Emmanuel Macron avec Xi Jinping. Et de l'autre côté, ces dernières heures, Vladimir Poutine est arrivé, lui, en Inde. Il est avec le président indien Modi. Votre analyse, est-ce qu'il y a d'un côté Emmanuel Macron qui tente de retenir, ralentir en tout cas la main chinoise, tandis que Vladimir Poutine, lui, tente, au contraire, d'accélérer le mouvement indien? Et surtout cette question, selon vous, qui a le plus de chances de réussite dans cette entreprise? Il faut savoir que Vladimir Poutine bénéficie de la position américaine avec les Indiens. C'est ça le problème, c'est-à-dire qu'avec cette histoire de droits de douane, il a tapé tellement fort sur les Indiens que les Indiens essaient de trouver un nouveau partenaire. Et donc ça ouvre... L'Inde va même accélérer. Voilà, ça ouvre une porte aux Russes qui cherchent, notamment dans cette région, de plus en plus de partenariats. Et là, Donald Trump, avec son histoire de droits de douane, alors qu'il a fait, on ne saura jamais si c'est pour soutenir l'Ukraine ou pas, qu'il l'a fait Donald Trump, parce que notamment c'était un pays tiers dans les économies qui commerçaient avec la Russie. Est-ce que réellement c'est le retour de bâton? Ça, ce sera intéressant de voir ça. Et on a écrit, vous voyez, Poutine, Xi, Modi, 3 alliés face à l'Occident. C'est ça l'histoire qui s'écrit? Alors, Modi, il essaye quand même d'être entre les deux. C'est une situation très très compliquée dans laquelle il est, surtout que par exemple l'Inde a vraiment bénéficié de l'importation de pétrole russe. Ils ont même, je crois, doublé ou triplé leur capacité de raffinage pour pouvoir raffiner le pétrole brut russe qui venait en Inde. Modi, on ne peut pas dire que Modi soit dans le camp de Poutine et Xi. Il faut pas non plus oublier que l'Inde et la Chine sont des rivaux géopolitiques aussi. Mais Modi veut attirer les investissements russes, veut pouvoir exporter plus vers la Russie, et donc est en train d'essayer de rester à cheval. Et ça a été la politique de l'Inde depuis son indépendance, c'est d'essayer de rester entre les deux. Sous Nehru, c'était beaucoup plus idéologique. Sous Modi, c'est vraiment... plus financier, avec son idéologie de hindou suprémaciste qui compte un petit peu. Sergueï Girnev, vous êtes toujours avec nous. Poutine, il mise énormément sur ce déplacement en Inde. On a vu des images relayées par des médias russes montrant des femmes en train d'encenser des portraits de Poutine. Il y a beaucoup de communication. C'est un enjeu majeur.
C'est un enjeu majeur parce que Poutine aussi, à part la coopération économique dont Samantha a parlé, il y a aussi la coopération militaire. Poutine vendait énormément d'armes, puis il y a la France et les États-Unis qui ont essayé de remplacer, d'ailleurs qui ont réussi à casser un tout petit peu ce rôle, mais là, Poutine va essayer de reprendre ce marché. Et vous savez, par rapport à Chine, il y a quelque chose qui est passé sous les radars en France, c'est que pendant que Witkoff et le gendre de Trump était à Moscou, il y avait aussi le ministre des Affaires étrangères chinois qui a rencontré Lavrov le même jour à Moscou. Et donc, vous voyez, il y a des choses qui se passent quand même dans l'intimité ou derrière notre dos qu'on ne voit pas forcément tout le jour. Merci beaucoup à tous. Merci Sergei Girnovs, merci infiniment Samantha de Benlern, Margot Haddad, Guillaume Roquette, Colonel Goya. Merci bien sûr à vous de nous avoir regardés.